Salut à tous et bienvenue dans la Mativale, une Mativale sauvage, une Mativale improvisée. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'Orcana et non pas sur Magic. C'est pour ça, c'est un contenu supplémentaire bien évidemment. Merci à tous ceux qui sont présents ce matin. L'idée, ça va être d'aller sur Pixelborn, qui est un soft numérique non officiel, pour pouvoir jouer et tester les decks Lorcana de manière totalement gratuite. C'est un soft non officiel mais qui est quand même très bien travaillé parce que vous pouvez implémenter n'importe quel deck list, notamment venant d'un site comme Dreamborn Inc. qui vous permet de compiler vos différents decks Lorcana, de les monter. Et bonjour Nanook. Et ça vous permet aussi d'avoir un ladder et donc du coup de vous tester contre d'autres personnes tout en montant petit à petit dans les rangs du ladder. Donc voilà, on va faire ça ce matin. Je prends beaucoup de plaisir à jouer à l'Orcana en ce moment. Alors, il y a la sortie de l'Eldraine, Magic, et forcément ça me prend aussi un peu de temps. Mais j'avoue que je boude pas du tout mon plaisir à jouer à l'Orcana. Je teste un petit peu tout ce qui se fait de bien. Je regarde un petit peu l'actualité du jeu. J'ai récupéré les cartes pour pouvoir jouer en papier. J'attends plus qu'il y ait des tournois dans les environs par chez moi. Mais ouais, on peut dire que je suis dans le bateau. Je navigue tout droit avec l'Orcana. Je trouve que le set est extrêmement bien designé, que les mécaniques sont vraiment déjà très intéressantes, qu'il y a beaucoup d'archétypes. Le seul problème de l'Orcana, et on le sait tous, et voilà, je ne vais pas trahir un secret ou dénoncer quelque chose d'incroyable, on sait qu'il y a des problèmes de stock. On sait que malheureusement, les gens ne peuvent pas avoir de l'Orcana. Les magasins sont dévalisés, les gens ont tout scalpé, et Ravensburger, malheureusement, n'a pas anticipé la demande qu'il allait avoir sur l'Orcana, ce qui fait que les gens ont beaucoup de mal à se fournir en produits. J'en ai conscience, j'espère que ça va être réglé le plus rapidement possible. J'ai eu la chance, moi, de précommander 3 boîtes avant du coup qu'il y ait les problèmes de rupture et surtout d'avoir récupéré à l'unité tout ce qu'il me fallait pour jouer avant que les prix montent comme ils sont en train de monter actuellement. Tant mieux pour moi, il se trouve que je me suis retrouvé dans le bon timing. C'est pas tout le temps le cas, mais je préférerais que tout le monde soit dans le même timing que moi pour pouvoir jouer avec plusieurs personnes. Cela dit, en attendant, on peut se faire plaisir sur Pixelborn directement sur internet et ça fait plaisir. Comment ça va, vous, de votre côté ? Hier, il m'est arrivé un truc de fou. J'ai eu ma préco de l'Orcana annulée et j'ai ouvert de rage le seul booster que j'avais gardé de côté. Et boum, Simba enchanté. Belle vengeance. Belle vengeance. Ça vaut plus que le prix de ta display. C'est plutôt joli. Bien joué, Masturbino. Prochaine extension en novembre. Voilà, je vais précommander la prochaine extension dès qu'elle est précommandable, évidemment, chez notre partenaire Play-in, les boss. Donc voilà, tenez-vous prêts aussi de votre côté si jamais vous voulez du Lorcana. Maintenant, vous savez qu'il va falloir être prêt sur les précos, tout simplement. Le problème, c'est pas Ravensburger, c'est encore être sur le scalper. Non, Daeda, c'est pas vrai. C'est pas vrai pour la simple et bonne raison que tous les magasins, que ce soit la Fnac, Micromania, Cultura, ont eu des consignes au vu de la demande. En fait, Ravensburger a vu la demande dès la sortie du jeu, et la sortie du jeu a été le 18 août, et ensuite ils ont anticipé et ils ont compris que les stocks qu'ils avaient pour les grandes enseignes n'étaient pas suffisants. Et donc toutes ces boutiques-là ont, entre guillemets, mis en place la politique de 2 boosters par personne, tu vois. Et genre, quand tu y vas avec ces 2 boosters par personne, globalement, c'est pas du scalping. Donc, il y en a, mais c'est pas les. Il y a eu du scalping et ça pose problème, mais à l'échelle des problèmes de stock, c'est pas les scalpers qui ont posé le problème. Il y a eu juste trop de demandes, trop d'envie, trop de gens qui voulaient se mettre à l'Orcana, trop de gens intéressés par cette licence et par ce TCG par rapport au stock que Ravensburger avait prévu. Donc, ça participe et les scalpers. Je sais pas à quoi en penser. En vrai, si tu vas dans un magasin et que tu as le droit d'acheter, bah t'achètes. Enfin, quelque part, c'est un peu aussi la vie, quoi. Le problème, c'est que si si Ravensburger avait anticipé entre guillemets la bonne demande, bah il y aurait pas eu de scalping, quoi. Voilà, je pense que ça vient. Pour moi, le problème est plus en amont, quoi. Coucou Val, dans la boutique où on joue, il garde des displays pour faire des drafts. Super bonne initiative. GG à ta boutique. Ils vont print en masse sur les 6 prochains mois et ça ira mieux, ils ont la capacité de production. C'est malheureusement faux, Coria, parce que, notamment pour le set 2, il est déjà print. Et en fait, comme en ce moment le monde du TCG explose, eh bien, les usines d'imprimerie ne peuvent pas imprimer en continu. C'est pour ça d'ailleurs que le réassort du premier chapitre n'interviendra qu'en premier semestre de 2024.
Premier trimestre 2024, pardon. Tu peux pas juste réimprimer en boucle tant que tu veux et tant qu'il y a de la demande. Sinon, ils le feraient. Le problème, c'est que là, il y a peut-être 2-3 sets déjà qui sont imprimés d'avance et qui sont par exemple là en pactage, je sais pas exactement à quelle avancée de logistique ils sont, mais qui sont déjà pris en compte. Ce qui veut dire que les problèmes que tu as eu sur le set 1, tu as de grandes chances de l'avoir sur le set numéro 2 et sur le set numéro 3. Moi, je pense que le retour à la normale de l'Orkana, il va intervenir d'ici pas mal de temps. C'est ça, moi, qui me fait peur. C'est ça le problème. Ils peuvent pas avoir un retour à la normale rapide. Ils peuvent pas se dire en mode oh putain, le premier chapitre, on a énormément de manqué de stock. T'inquiète, on arrive avec le deuxième chapitre full stock. C'est pas possible. C'est tellement travaillé en amont, tellement produit en amont, et les circuits de production sont tellement engorgés de différents types de TCG que tu peux pas produire comme tu veux. Ils n'ont pas justement cette capacité de production Coria. J'en parlais d'ailleurs avec ma boutique. Moi, je suis allé faire mon tournoi Flesh and Blood vendredi. Et il me disait, ça va être une galère pour tous les sets suivants. Et même pour le réassort premier trimestre 2024 du premier chapitre. Dans tous les cas, ça va être une galère. Ça va être une galère et c'est ça qui me pose problème. C'est que ça va être difficile d'acheter des produits. Alors, il vous reste toujours l'option d'acheter à l'unité. Et ça reste viable. Mais il y a des gens qui voulaient consommer ça avec leur enfant, acheter des boosters, ouvrir en famille. Je pense que ça va rester compliqué assez longtemps. Voilà, malheureusement. Cela dit, si tu es seulement joueur et que tu as envie de jouer à l'Orkana, tu vas sur Card Market, tu commandes tes cartes. En anglais, elles valent bien moins cher qu'en français. Et comme ça, tu te fais plaisir. Tout simplement. Ouais, mais ça, c'est des cas isolés, Loulieri. Ceux qui ont fait ça, honnêtement, c'est abusé. Et je pense même que l'Orkana peut prendre des sanctions là-dessus s'il y avait des directives. C'est débile de vendre tout le stock à une seule personne la veille. Et en même temps, attention, sur les problèmes de stock et la mauvaise anticipation de Ravensburger, moi je viens pas leur tirer à boulet rouge dessus. C'est très très dur en 2023 de sortir un TCG et de savoir à quel point il va marcher ou pas. Parce qu'en fait, eux, ce qu'ils ont fait, l'Orkana, et c'est ce que me disait ma boutique locale, ils ont demandé aux gérants de boutique combien vous voulez de boîtes. Et donc en fonction de la demande des boutiques, eh bien eux, ils ont établi une production. Sauf que les boutiques, elles n'ont pas forcément anticipé mieux que Ravensburger quelle allait être la demande. Je dis une connerie. Peut-être que ma boutique locale, elle a dit nous, l'Orkana, nouveau TCG, Disney, ça risque de bien marcher. Allez, on se chauffe, on prend 200 boîtes. Mais peut-être qu'en fait, la demande, ne serait-ce que dans ma boutique locale, c'était 600 boîtes, tu vois, 800 boîtes. Et c'est ça qui fait qu'il y a un problème de stock. C'est que l'anticipation de Ravensburger, elle est venue de l'anticipation des boutiques. Et l'anticipation des boutiques pouvait pas anticiper que l'Orkana, ça allait exploser et parler à autant de personnes. Donc c'est très difficile pour Ravensburger d'arriver avec les bonnes quantités. Et inversement, s'ils surproduisent, qu'ils arrivent avec une quantité complètement phénoménale et que ça ne se vend pas, et bien dans ce cas-là, c'est la mort du jeu. Si ton premier set, tu arrives et tu te retrouves avec des milliers ou des millions de boîtes sur les bras, c'est fermeture, rideau fini. Donc il vaut mieux qu'ils arrivent avec une hype et un manque de produits, et ensuite continuer à évoluer dans leur production, à essayer de calibrer le stock sur la demande, plutôt que d'arriver avec des produits sur les bras. Donc quelque part, oui, il y a un problème de stock, et ça vient de Ravensburger, mais c'est très difficile en fait, de leur place, de savoir à quoi s'attendre. Et surtout, ils n'ont pas le droit de se tromper. Donc voilà, tout ça pour dire que l'Orkana, c'est un peu difficile à anticiper tout ce qui s'est passé. C'était très difficile de prévoir que le jeu allait être déjà aussi bon. Moi, en termes de gameplay, je trouve que pour un premier set, c'est une folie. Donc c'était très difficile d'anticiper, de prévoir que le jeu allait être aussi bon. C'était très difficile de prévoir qu'il allait avoir une hype et une spéculation à la Pokémon. C'était très difficile de prévoir que les enchantés allaient grimper, allaient coûter aussi cher. C'était très difficile de prévoir que le français allait coûter beaucoup plus cher que l'anglais. C'était très difficile de prévoir qu'il allait avoir besoin d'autant de stock et que notamment le réassort des grandes enseignes au 1er septembre allait être vraiment minime à côté de la demande. Il y a une demande populaire en fait, il n'y a pas qu'une demande de joueurs de TCG et c'est ça qui a fait la différence quoi. Donc voilà, moi je suis un chouïa déçu parce que vraiment je pense que l'Orkana gagne à être connu. C'est une des meilleures introductions au TCG qu'on puisse faire, un gameplay qui est vraiment, on va en parler, on va jouer là tout à l'heure. Vous allez voir, on se fait plaisir quoi, c'est fun, c'est amusant, c'est cool, il y a quand même un peu de compète, c'est régalade quoi.
Donc j'espère ouais, que le plus rapidement possible, tout le monde pourra avoir du produit. Et sinon, si jamais vous voulez seulement jouer, bon bah, buy single, vous connaissez de toute façon. Buy single à fond les ballons. Hein. Moi, j'ai eu mes trois boîtes et après j'ai buy single. J'ai buy single dans le bon timing, tant mieux pour moi. Mais achetez vos singles, quoi. Ouais, ils sont arrivés avec beaucoup de modestie, Ravensburger, de ce qu'expliquaient les différentes boutiques. On a pu en parler avec Relic quand on était à Barcelone. On en parlait avec notre boutique locale. Ils sont arrivés très en mode nous, on n'est pas du monde du TCG. On va vous demander, vous les boutiques, vous allez nous dire comment dire, de quelle manière on doit designer ça, à votre avis, quelle va être la tendance, est-ce que on doit produire tant ou tant. Ils sont arrivés vraiment avec une. Tu sais, ils sont pas arrivés en mode nous on est Disney, on est Lorcana, on va tout casser. Pas du tout. Ils sont arrivés avec beaucoup de modestie de on rentre dans un monde, le monde du TCG qui est pas notre monde et on arrive en connaissance de cause que on est Disney, on est un peu attendu au tournant et on veut faire les choses bien. Et il y a cette volonté de faire les choses bien, quoi. Sans forcément avoir eu comme but de spéculer. J'ai une boîte FR que j'hésite à vendre, quitte à en racheter une au premier trimestre 2024. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, tu te retrouves avec ta boîte et il se trouve que mécaniquement, elle a pris de la valeur sans que tu t'y attendes et tu te demandes si ça vaut le coup de l'ouvrir. Alors déjà ici, moi je fais pas de conseil financier, même si voilà, on est en live, des fois on peut parler, on peut se dire ah ça vaut le coup, ça vaut pas le coup. J'ai pas envie d'être un conseil business quoi, c'est pas trop mon plan, Mizikaza. Donc déjà premièrement, de par ce fait-là, je saurais pas trop te répondre. Et en plus de ça, même si je voulais te donner des conseils, j'ai aucune idée d'à quel point le réassort du premier trimestre 2024 fera vraiment baisser les prix ou pas. Je ne sais pas. C'est quoi le prix actuellement d'une boîte? 100 € plus cher? J'ai compris pourquoi ça pouvait marcher en fait. Bah ouais, tu m'étonnes, Platypus. Tu m'étonnes. Non, puis le jeu est cool quoi. Bah, on va s'y atteler bien sûr. C'est combien le prix d'une boîte, dis-moi? Sur le bon coin, on est sur du 250 la display. Moi, je le disais dans ma dernière ouverture, je vous invite à la regarder sur la chaîne TV si vous l'avez pas vue. Je disais que d'essayer de récupérer tous les staples en foil, de collectionner leurs cannes en foil, de me faire plaisir, tu vois, sur le jeu, de me faire vraiment plaisir. J'avais mis le budget nécessaire, revendu quelques items, quelques cartes. J'étais prêt, quoi. Et quand je vois le prix, même des simples communes en foil français, je prends l'exemple de Elsa, moi j'ai un deck Ruby Amethyst Control, qui joue 4 Elsa communes, je parle pas de la Elsa légendaire. Elsa commune, c'est 20 centimes. Très facile à avoir. Elsa Foil, en français, sur Card Market, c'est 7 €. Donc c'est pas une, deux, trois fois plus cher. C'est 20 centimes tout 7 €, c'est 35 fois plus cher. Donc ça veut dire que la moindre commune foil, dès lors qu'elle est jouée, elle rembourse automatiquement le prix de ton booster. Sans compter le fait que tu peux avoir des rares, des super rares, que tu peux avoir des légendaires et compagnie. C'est dire à quel point, actuellement, c'est excessivement rentable d'ouvrir une boîte Lorcana à 140 €. Mais ça veut dire que si tu regardes aussi les prix du marché secondaire, c'est presque à peu près cohérent qu'elle coûte 250 € cette display. Parce que même à ce prix-là, en l'ouvrant, tu peux peut-être la rentabiliser. Une autre enchantée, c'est 150 €? Non, une autre enchantée, c'est pas 150 € Coria Twitch. Je me suis un peu renseigné, je regarde un petit peu, et il y a 2-3 enchantées à 150 €. Toutes les autres enchantées en FR, c'est entre 220 et 350 € selon l'enchantée. Si tu veux belle, c'est 340 €. Je dis pas que c'est cohérent, j'espère que ça va baisser, mais c'est pas 150. Donc disons que ça me choque pas tellement que tu me dises que ce soit 250 € une boîte, parce que en vrai, si tu revends tout à l'unité, bah on est un peu dans cet ordre de prix là, quoi. Donc j'espère que le réassort 2024 fera baisser les prix, je le pense. Je pense que ça les fera baisser. Mais ça dépend de la capacité de production de Ravensburger.
Je suis d'accord avec toi, Jaël. Je pense pas que ça ait été anticipé, surtout de la manière dont Ravensburger s'est présenté aux différentes boutiques. Il y avait vraiment cette volonté de, ok, vous les boutiques, vous allez avoir un assort avant les grandes enseignes et vous allez pouvoir commander. En fait, on va définir notre production sur vos attentes. Combien vous voulez les boutiques, et toutes les boutiques ont demandé tant de displays, ce qui a du coup designé l'ensemble de la production globale. Donc il n'y avait pas de volonté du tout de Ravensburger de créer une hype par manque de stock. Ça n'a pas été calculé. C'est ça qu'il faut quand même préciser. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas joué le jeu de la spéculation pour créer une hype mécanique. Ils n'ont pas joué le jeu de on a un alpha print et il y aura un print unlimited, du coup l'alpha print il va prendre de la valeur. Pas du tout. Ravensburger, c'était nous on vient du jeu de société, Lorcana et Disney c'est un univers familial, on veut que tout le monde puisse jouer. Il se trouve que c'est pas le cas et que ça participe à la hype du jeu. Mais c'est pas du tout eux qui l'ont voulu. Il se trouve que mécaniquement ça renforce le côté on parle de Lorcana, mais on en parle aussi pour les mauvaises raisons. Et au-delà que ça crée plus de hype, que les spéculateurs, les investisseurs, les collectionneurs de Pokémon s'intéressent au jeu, en termes de purs joueurs, en termes de population prête à jouer et à consommer le jeu régulièrement, il y a plus de gens qui décident de dropper Lorcana à cause des problèmes de stock que de justement attendre et d'avoir envie d'acheter. Moi j'entends plein de gens, que ça soit, alors c'est un retour très empirique et ça n'a peut-être pas valeur de vérité, mais j'ai quand même une communauté liée au TCG, j'ai beaucoup de retours qui me disent « Ah, moi, Lorcana, je peux pas trouver de booster, pas de stock, je passe à autre chose. » Et ça, pour le coup, t'as une perte, hein. T'as une perte de joueurs quoi, sur Lorcana. Parce que si ça crée un effet de spéculation, de hype et que ça donne envie à des gens d'acheter, moi je préfère qu'il y ait 10 joueurs qui achètent une boîte plutôt que ça soit un joueur qui achète 10 boîtes. Et là, quand tu crées cette espèce de phénomène de rareté, de spéculation et d'envie, tu vas te retrouver avec des personnes qui vont acheter 10 boîtes. Et ça, c'est pas si périn que ça pour le jeu. Pérenne, pardon. C'est pas si bien pour ton jeu. Donc oui, il y a une grosse hype, une grosse attente, mais moi ce que je veux c'est qu'il y a un nombre très très large de joueurs et de joueuses qui se mettent à jouer. Merci pour le Prime, Tahitien Savoyard. Cela dit, sans jouer le jeu de participer à créer la hype, la rareté et la spéculation, moi je vous dis juste ce que je sais des autres TCG parce que j'ai la chance de jouer et de m'intéresser à plein d'autres TCG par le prisme de la collection ou du jeu. Les annonces de réassort sur Pokémon, ça existe, hein, sur des sets très populaires, que ça soit des trucs comme EB7, c'est quoi, EB9 aussi qui a été pas mal populaire. On en a eu des annonces de réassort. Ça a jamais fait baisser les prix, hein. Ça a été englobé dans la masse, quoi. Donc, j'attends de voir ce que va faire Lorcana avec son annonce de réassort premier trimestre 2024. Mais moi, je pense que ça ne va pas régler les problèmes de stock de Lorcana. Je pense que ce qui va régler les problèmes de stock de Lorcana, c'est quand petit à petit, ils vont commencer à augmenter leur production. Et en réussissant à augmenter leur production, ils vont du coup créer autant d'offres que de demandes. Et naturellement, du coup, les scalpers ne vont plus s'intéresser à ce jeu-là, vont laisser Lorcana de côté seulement pour les joueurs. Mais je crois pas que juste qu'un réassort du premier chapitre va régler les choses telles quelles. Je pense qu'il va plutôt falloir attendre 3, 4, 5 séries pour arriver à un retour à la normale. Je voulais me mettre au jeu par curiosité et surtout dans mon magasin local, il y a déjà des events, seulement la rareté du produit et jouer avec des cartes en anglais, avec le buy single contre des joueurs plus novices, ça met en galère sur la langue, ça m'a stoppé. Même jouer de l'allemand, moi je m'en fiche, mais pour mes adversaires, c'est le pire call. Ça amène à des situations de non-fun en face de moi, donc pas assez sain. Donnez-moi du stock et je m'y mets. Jaël, tu participes au retour que j'ai. Donc oui, on est d'accord, le fait qu'il n'y ait pas de stock, ça permet de créer de la hype, on entend beaucoup parler de Lorcana par le prisme de la spéculation, de l'investissement, de la collection. Tu sais, ça a vraiment... ça a un petit peu pénétré les sphères du game Pokémon, tu vois. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je vois tous les gens qui, à l'inverse, ne jouent pas à Lorcana et ont décidé de drop parce qu'il n'y a pas de stock. Donc c'est un bon coup de pub, mais ça attire pas les bonnes personnes. Voilà, au moins vous avez un petit peu mon avis, quoi. Enfin, sans dire attention que les collectionneurs, investisseurs, spéculateurs, je dis pas que ce sont pas des bonnes personnes. Il y a plein d'investisseurs, de spéculateurs, de collectionneurs Pokémon qui font ça de manière très sainement, qui créent du contenu très intéressant. Je suis le premier à en regarder.
Il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, c'est aussi un skill et des compétences à développer, d'acheter une carte au bon moment, puis de la revendre au bon pour ensuite être capable de faire évoluer ta collection. Attention, moi j'ai rien contre ça et je dénonce pas ça, hein. C'est pas mon propos. Mais c'est bien quand ça peut se faire en parallèle aussi des joueurs et que ça ne se fait pas au détriment des joueurs. Sur Pokémon, ça a été un temps au détriment des joueurs, maintenant ça se fait en parallèle des joueurs. Et donc du coup on est sur une situation saine. Moi ça me dérange pas qu'il y ait de la spéculation et de l'investissement et qu'on puisse parler de l'Orcana de la même manière et dans les mêmes strates que l'on parle de Pokémon. C'est une bonne chose, ça participe, la collection c'est... On aime aussi le carton, on aime les cartes, c'est un attrait visuel, c'est quelque chose. Je vais pas vous dire que les cartes c'est que pour jouer, c'est pas vrai, j'en ai plein les vitrines. Il n'y a pas de galère. Mais je veux pas que ça se fasse au détriment de ceux qui veulent jouer avec le jeu. Et là pour l'instant c'est le cas. Merci beaucoup Namor, tu régales. Ouais, c'est vrai, Runrark, ça a direct augmenté sur Card Market, c'est vrai. J'ai le sentiment que maintenant les TCG c'est juste pour la valeur des cartes et non pour le jeu en lui-même. C'est pas vrai Willou, parce que regarde le nombre de gens qui jouent sur Pixelboard, le nombre de créations de contenu. Moi pareil, je répondais à un gars qui faisait une vidéo là-dessus, un gars très sympa au demeurant et qui a souvent des avis très pertinents, mais qui là disait ouais l'Orcana c'est que de la hype, c'est de la NFT, il y a que de la spéculation, personne s'intéresse au jeu. Je lui ai dit gros, tu regardes sur YouTube, tu tapes l'Orcana. Les vidéos qui font le plus de vues c'est Deck Tech, Metagame Breakdown, Retour de tournoi, Top 1 Ladder, Pixelborn. C'est pas investissement et spéculation. Hein. Je veux dire, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Elsa enchantée, c'est Dracofeu. Voilà, fin. Donc c'est pas vrai. Les gens ils jouent pas à l'Orcana que pour la valeur. C'est faux. On préférerait que ça coûte moins cher. Au contraire, le jeu est bon quoi. Faut pas tomber dans cette erreur là, c'est ça que je veux dire. C'est pas que ça. Pokémon c'est surtout collection. Attention, ça c'est un terrain sur lequel je vais souvent et que je défends souvent. C'est pas parce que toi en Europe et notamment en Occident, mais c'est très européen même plus qu'américain, hein. C'est pas parce que toi en Europe tu ne joues pas à Pokémon que Pokémon n'est pas un jeu qui est joué. Tu vas au Japon, Pokémon c'est plus populaire que Magic. Tu rentres dans une boutique japonaise, il y a Yu-Gi-Oh et Pokémon avant d'avoir le premier tournoi Magic. Pokémon c'est joué dans le monde, c'est très joué. T'as des GP, donc les mêmes choses que des Grands Prix, des énormes Open avec des milliers de joueurs sur Pokémon. Et c'est aussi le cas aux États-Unis. Donc nous, on ne consomme pas Pokémon pour le jeu, même si moi j'y ai pas mal joué pendant un temps, mais ça veut pas dire que Pokémon n'est pas un bon jeu ou qu'il n'est pas joué. C'est juste que nous, en France et en Europe, on n'a pas la consommation de Pokémon par le prisme du jeu. Mais ça existe. Il y a des championnats du monde, il y a des Pro Tours, il y a des gens qui se tuent à Pokémon, quoi. Et le jeu est assez bon pour exister depuis des années, quoi. Je précise toujours, parce qu'on a toujours on entend toujours en mode ah Pokémon c'est pas un jeu. Non, vous ne jouez pas au jeu, mais c'est un jeu. Par contre, je te rejoins sur le fait que Magic c'est très peu collectionné par rapport à la proportion de gens qui s'intéressent à Magic. Il n'y a pas vraiment ce distinguo autant de collectionneurs que de joueurs. Non, il y a quand même beaucoup plus de joueurs à Magic, c'est vrai. Bon allez, on est parti. C'était sympa de parler de tout ça en préambule, ça colle à l'actualité, on entend beaucoup de choses sur l'Orcana. Moi je suis ça de très très près, vraiment c'est un jeu qui me tient à cœur parce qu'en plus c'est un jeu auquel je croyais pas du tout. Moi quand vous m'entendiez parler de l'Orcana il y a un an, c'était en mode ouais bon c'est Disney, c'est pas forcément ma cam, ça va être un jeu pour les enfants, pour une introduction au TCG. Voilà. Et en fait ma hype a été crescendo, tu vois, et donc quand t'as un truc comme ça qui te point après point, palier après palier, checkpoint après checkpoint, entre guillemets, ne fait que te rassurer et te rendre le jeu de plus en plus curieux et intéressant, bah forcément j'en pense beaucoup de bien et je suis assez satisfait de ce que l'Orcana me donne, quoi. Donc je suis tout ça et je pense que ça avait un intérêt de discuter de tout ça en préambule de ce petit gameplay. Allez, on est parti. On va se faire un peu de gameplay du coup. Alors,
Très rapidement, pour vous présenter ce qu'on va jouer ce matin, il y a une dinguerie qui s'est passée dans les jours précédents. On savait, d'après les stats Pixelborn et d'après les tournois les plus récents, que les decks les plus joués c'était Ruby Amethyst Control et Humber Steel Aggro. Humber Steel Song, très agressif. C'était les decks notamment, ça c'était le deck qui avait gagné le PPG Denver, qui était un des gros tournois Pro Place Game aux États-Unis, et d'ailleurs qui avait affronté en finale Ruby Amethyst Control. Et on pensait que la méta était solve, ça y est, tout le monde avait déjà breaké le jeu. Premier set, premier format, 200 cartes, on sait déjà quelles sont les meilleures cartes. Il y a une bonne diversité de decks, mais il y a des trucs qui sont un peu au-dessus. Puis t'as un gars, tu vois, il s'appelle Ducky au leaderboard. Il est premier du ladder Pixelborn. Il a juste 16 000 points d'avance sur le second qui s'appelle Snapcaster, dédicace à Magic. Et lui, Ducky, s'est dit non, vous n'avez rien compris au jeu. Je vous explique. Les deux meilleurs decks, c'est pas du tout Humber Steel Aggro et Ruby Amethyst Control. C'est Song Midrange. Et il a pris son deck. Et quand tu le regardes, ça ne ressemble à aucun autre deck. Non, parce que le poteau, il joue des Hans. Il joue des Cerberus, il joue 4 Beasts pour attaquer les items des decks contrôle, il joue 4 Stitch et il joue pas Stitch Rockstar, il joue pas les drop 1. Bref, il est arrivé et il nous a tous appris la vie. Et moi j'adore ça, voilà, quand je suis surpris comme ça, tu vois. Quand je m'attends pas à quelque chose, que je pense avoir tout compris à un jeu, et qu'en fait il y a un gars il dit non, je t'explique. En fait le jeu il va bien plus loin que ce à quoi tu t'attends. On garde toujours la chanteuse et on garde toujours fait clochette. Au vu des chances de drop, une légendaire foil, une enchantée, c'est très difficile, même avec certaines personnes qui ont mis plus d'un SMIC, pourtant les prix FR sont abusés. Ah ouais, non mais c'est abusé, c'est clair. C'est clair. On va ancrer Hakuna Matata et passer. Je crois que c'est que sur PC, ouais, monsieur Xic. T'as la decklist? Salut Pedro, ouais, je te link la decklist. À la fin de cette game, je te la leak là. Si tu patientes 2 petites secondes. Prince Eric, hein, dans le jargon, on l'appelle le tueur de Simba. Voilà, vous savez pourquoi cette carte existe, pour attraper les Simba for value, parce que vous tradez Simba et Simba ne vous trade pas. C'est vraiment pour ça que cette carte est jouée, très très bonne carte pour le coup. Lui, il trade Simba aussi pour un mana, par contre, il échange avec lui, il meurt. J'ai vu son deck à Ducky et j'étais très sceptique, genre ça joue des Hakuna Matata, ça joue des tu m'as oublié, tu vois le truc qui fait Mindrot à Magic quoi. Pour 4 tu discardes 2 cartes, j'ai dit oula mais il est chelou son deck, comment il peut être top 1 ladder avec ça. J'ai pris le deck, je fais 5-0, j'ai fait ok, j'ai rien compris au jeu. Et j'adore, c'est une sensation qui me stimule de fou quoi. Son deck c'est simple, c'est une pile midrange qui fait que tenir le board et faire plein de micro-avantages. Classique. 204 cartes Sawaki. Ouais, il est incroyable l'artwork de Captain Hook. Oh là, oh là. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, ça va. Putain, j'ai eu peur. C'est mon oppo qui a planté? On chante. Si jamais on chante, il me trade for value. Non, on va pas chanter. Il y a une grosse diversité de decks, hein. Franchement, t'es dur, Sawaki. Hein. Genre en tier 1, je peux te recenser 3 decks au moins. Et dans le tier 2, t'as des jeux qui commencent à être pas trop mauvais. Genre style Saphir Ramp, ça commence à avoir de la gueule et tout. Ah, on joue le mirror, putain. Ok.
J'ai pas assez joué en limité. Attends. Hmm. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je crois qu'il faut juste que j'avance en lore, en ink, et que je passe. C'était quoi ta question? J'ai pas assez joué en limité MTG pour savoir, mais j'ai l'impression qu'avec un seul set Lorcana, il y a une plus grande diversité de decks possible qu'avec un seul set de Magic. Ouais, il y a un gros travail de la part de la R&D de l'Orcana. Après, cela dit, attention, c'est juste qu'on n'a pas le même, on n'a pas le même hive mind, c'est-à-dire cette espèce de conscience collective qui se met à tryhard le format et à découvrir directement le meilleur deck, notamment avec des structures compétitives. Je dirais à Magic, putain, il y a des mecs, ça fait 20 ans qu'ils jouent, tu vois, donc le jeu, ils le connaissent, et ils le connaissent bien, ils le connaissent mieux que la plupart d'entre nous, et donc forcément, ils arrivent assez facilement à break des formats. Bah, sur l'Orcana, le format, il n'est pas du tout break encore. Sur l'Orcana, le format est pas break. Tu vois, encore une fois, on pensait avoir tout compris. Et il y a un mec qui s'appelle Ducky, mais 20 000 points d'avance au deuxième sur le ladder, avec un deck qui joue à coup de Matata, si tu veux. Donc, ça veut dire que peut-être que le meilleur deck de l'Orcana, il n'a pas été trouvé. Et dès lors qu'il sera trouvé, tu auras une diversité moins importante de decks, tout simplement. C'est juste aussi que les gens sont moins compétents sur l'Orcana. Ne viens pas taper avec ta réponse. Ah putain, dommage, je pourrais pas piocher mes deux cartes. Bon, je joue le Mirror, c'est la première fois que je joue le Mirror match. Non, pour l'instant, tu peux pas faire des actions à instant speed, mais tu pourras le faire prochainement. Ça a été annoncé par les copains de chez, de chez Lorcana. Et je vais vous linker le lien de l'ADL là, pendant que c'est un peu mou le match-up. Je vous trouve ça. Tac. Deck. My deck. Cher. Voilà, je vous mets le lien directement dans le chat, ok? Si jamais vous voulez l'ADL. On veut essayer de résoudre Stitch. Stitch, ça prend l'avantage sur le board. Ça permet de prendre l'avantage aussi en carte en main. Un jeu Belle Mickey Mousquetaire, t'en as entendu parler? Non, j'en ai pas entendu parler. Le meilleur winrate, un jeu Belle Mickey. Et après, encore une fois, c'est difficile de parler seulement de winrate parce que qui est le gars qui jouait derrière, tu vois? Parce que peut-être que Belle Mickey, c'est pas meilleur que ce deck-là, mais que le niveau du type est stratosphérique en termes de niveau de jeu, je sais pas. J'en ai pas vu, j'en ai pas entendu parler en tout cas. Ah, il est chaud. Ah, il commence à quêter, je vais pouvoir péter ça.
crois pas que t'aies beaucoup d'impact maintenant, Prince Eric. Et je crois pas que commencer à lorer ça soit favorable dans sa position. Je pense que tu veux vraiment genre prendre le board, établir une espèce de domination. Il n'y a pas d'anti-bet de masse, on n'a pas de soyez prête. Donc plus ton board est large et plus je pense que tu vas avancer de manière favorable vers le late game. Je sais pas s'il a eu raison de commencer à lorer là. Ça me paraissait pas forcément très à son avantage. Oh. C'est tellement de la value crasse ça quoi. Peut-être que ça va se jouer à la meule cette histoire. Comme en mirror de rubis améthyste. Quand tu veux, Big. Hein. Quand tu veux. Non, arrêtez de me reconnecter là. Ok, Cerber. Je crois qu'on va pas s'emmerder. Hein. Au début, ça, je crois que c'était une chanson. Je me suis dit, putain, en fait, c'est trop bien. Pas du tout. Si je vais péta les deux. C'est nul, non? Est-ce que je dois pas lorer là? Je sais pas si je dois faire ça, mais je vais le faire. Je suis pas sûr de moi. Je pourrais le finir avec ça, donc normalement ça se goupille pas trop mal. Ça dépend ce que lui me sort maintenant. C'est vraiment très midrange. Hein. Très échange de ressources, micro-value. Par contre, s'il enchaîne les réponses, je vais me faire dérouler. S'il draw 3 à chaque trade, ça va pas être possible. Salut Demest. Et la carte est si chère, c'est vrai, c'est vrai. En même temps, tu comprends pourquoi. Hein. Genre ça draw 3, ça alors pour 2. Carte de midrange quoi. Les decks style Humber Aggro les ont sortis pour vraiment jouer turbo combo avec Stitch Rockstar. J'avoue que ça me faisait mal au cœur de plus l'avoir dans les listes quoi. Bon, dans ce deck là de très midrange, de micro avantage et de trade de board, c'est ultime. Bah ça dépend les match-up, enfin ça dépend les decks quoi, Coria. Tu vois, genre dans Humber style aggro c'était plus joué donc c'est pas forcément vrai. C'est très bien dès lors que la domination du board passe par le board. On veut l'empêcher de chanter ou pas? On veut surtout commencer par jouer ça. Hein. Et en profiter tant qu'on peut. Toi, je pense que t'as plus aucun intérêt. Peut-être plutôt là en vrai.
Et avec lui, on chante. Hmm. On domine le board, on domine pas en lore, mais... Non, il n'y a pas de site qui stalk MTG Top 8, c'est de la création de contenu surtout, et Pixelboard qui donne ses stats, quoi. Un valide deck, c'est parce qu'il y a eu un bug et qu'on s'est reconnecté, et quand tu te reconnectes à la partie, il y a des bugs visuels, mais prochaine game, il n'y aura plus le problème. Je suis en train de me faire dérouiller. Je suis en train de petit à petit perdre cette partie, ça me frustre. Ah. Eh ben enfin. Enfin, enfin. Ok, j'ai repris l'avantage sur le board. C'est une bonne nouvelle. Et ça, en vrai, aller balancer 3 points là, est-ce que c'est pas juste ok, tu vois? Et le tour d'après, juste, je défonce sa main. Non, je crois qu'on n'est pas un Captain Crochet prêt. On va garder tout le jus de puissance de ce paquet. Je suis pas sûr de me comporter correctement dans le mirror, hein. C'est la première fois que je le fais. J'essaye juste de tirer le plus d'avantages possible. Le problème, c'est que lui, il me prend d'avance sur le lore et ça va être compliqué. Là, j'ai 10 de puissance en lore. J'ai 22 contre 24 en bibal, donc ça va. Je pense que le tour d'après, c'est en mode trade, jette ta main, et après derrière, j'essaye de faire la course au lore. Là, j'ai fait. Je peux aussi juste fait clochette et trade. Ouais, je sais pas. Peut-être que je me suis trop concentré sur gérer le board. Bon, c'est pas une fée clochette très impressionnante, cela dit. Tu mets un Cerbère, ça serait relou. Ah, il joue la version Vaiana. Je pense que c'est pas très bien, mais why not. Et on va continuer à gérer ce board, hein, je crois. Ça va passer par une fée clochette directement. Putain, c'est dur. Je perds une réponse à double trade comme ça. Je crois qu'on va essayer de tout gérer, non? Je check ça, Pedro, après, je te dis. Comment je design ça maintenant? Genre, Ariel, c'est plus du tout ton heure, quoi.
Je dois péter ça, ça fait quoi lorsque... Ah, ça l'or pour 3, c'est dégueu. Faut absolument que je pète ça et après je pars en full l'or, je pense. Donc je double... Belle Mickey, c'est pas Saphir Steel, c'est pas le deck dont je parle, c'est pas Saphir Steel Ramp, et il se trouve que t'as des Mickey à l'intérieur, Pedro. Auquel cas, j'ai affronté ça hier. C'est en gros Steel Saphir mid-ramp. Ça joue pas les cartes de rampe non ancrables, ça joue seulement l'item qui permet d'ancrer une carte de ta main et le Mickey investigateur, pardon. Et derrière, ça te permet juste de monter à 12-13 d'encre et à faire belle aurore, protéger tout ton board et ensuite l'aurer pour 20. Je pense que c'est ce deck-là, Pedro. Je l'ai affronté hier. Perso, je l'ai battu. Mais peut-être que c'est ce deck-là. C'est le seul deck que je connais où j'ai vu Mickey Mousquetaire et Belle dans le même deck. Mais je me serais pas du tout attendu à ce que ce soit lui qui poste le meilleur win rate. Je l'ai même affronté plusieurs fois en fait, parce que je me souviens avoir perdu contre ce deck et aussi avoir gagné. Ah ouais, c'est marrant. T'as Blue Umber à 48%, Ruby Améthyste à 49%, Umber Song Aggro à 50%. C'est marrant. Ça m'intéresse beaucoup du coup. Je me vois bien aller tester ça du coup. Ça doit battre Red Purple, ouais. D'ailleurs, je suis assez étonné que Umber Steel Aggro, donc le jeu le plus joué, soit un win rate aussi satisfaisant. Parce que je trouve qu'avec Umber Steel Aggro, il faut être un très bon joueur, avoir de très bonnes mécaniques et très bien comprendre le jeu pour battre Blue Red Amethyst. Blue Red Amethyst. Red Amethyst Control. J'ai trouvé ça très difficile à titre personnel de battre ça. Alors, comment on fait? Comment quoi qu'on fait? On va se trade et moi j'en rajoute une couche ici. J'aurais dû prendre l'info avant, je suis trop con. Parce que si je trouve une fée clochette, j'aurais pété ça. Bon, c'est pas grave, allez. « 13. Ouais, j'y vais directement. Je pense que c'est mon shot. Je pourrais te donner une liste tout à l'heure, Pedro, ouais. Ouais, et je disais du coup, Amber Steel Song aggro, version Stitch Rockstar. Battre Ruby Amethyst, c'est le cas quand les joueurs savent jouer, mais c'est excessivement difficile à jouer pour tourner autour de Ruby Amethyst. Là où Ruby Amethyst, c'est une pile de bonnes cartes, tu peux juste contrôler, t'as pas besoin d'un niveau de skill très élevé. Si tu sais jouer au TCG, tu sais tirer la meilleure value de ce deck-là, quoi. À part le mirror qui peut être un peu technique, j'ai trouvé que c'était assez facile à jouer. Vraiment, Steel Umber Song, version très ago avec Stitch Rockstar. Faut pas que tu te commites sur le board, faut que tu gères bien tes ressources, faut que tu recharges ta main de manière la plus intelligente possible sans trop recharger celle de l'oppo. Super dur. J'ai trouvé ça super dur en vrai de gagner contre Ruby Amethyst. Et là, ça poste un win rate positif, donc ça sous-entend que les gens qui le jouent gagnent avec. Et je suis assez étonné. Alors moi je joue Umber Steel mais pas son Gagro, hein, c'est Umber Steel midrange. Il a retrouvé une réponse quoi, il est quand même chaud hein, le type.
C'est perdu, bien joué. Je peux pas lui dire bien joué à lui. On a perdu le mirror. Ouais. Stylé. Stylé, stylé. Juste, je récupère la liste de belles, de belles Mickey Ramp pour regarder à quoi ça ressemble. Donc je l'ai vu sur la vidéo de Steadfast. Ceux qui veulent trouver sur YouTube. New Top 5 Metadeck. Ouais, c'est le deck numéro 3, ça s'appelle Belle Rampe. Et voilà, le deck c'est celui-là. Copier. C'est ce deck là. Et auquel cas, si moi je l'importe... Export, Pixelborn. Comme ça on regarde la tête qu'il a. Copier. What? Il y a 67 cartes. Oh non, mais ça me dégoûte à chaque fois. Quand je vois ça, ça me rend fou. Ça me rend zinzin. Ok, donc ça joue Mickey Investigateur. Ça joue Belle Aurore, Hades Let It Go. Yay, c'est pas normal. Ça joue 66 cartes. Et ça joue ici, du coup, Donald Mousquetaire et Mickey Mousquetaire. Tout ça pour protéger juste Belle une fois que tu as réussi à full en créer et ta gestion c'est Hades. Vous voyez pas très bien avec le chat malheureusement. C'est pas très important mais... Ok. Ah mais ça joue 4 fois Wall a New World. Eh ouais bien sûr. Hades Let It Go. Ok stylé, stylé. On pourra tester ça plus tard. Ça va être cool. On va tester ça je pense. De qui hein, tellement d'avance. Enfin bref, encore une fois, le jeu est fascinant quoi. On pense avoir tout compris et juste les gens sont trop forts donc il y a tellement d'autres trucs à faire. Contre 66 cartes, ça me fait chier. C'est comme dans Ruby Amethyst, il y a des gens qui jouent 65, 66, 67 pour avoir un meilleur ratio, surtout dans Ruby Amethyst, là où c'est important, c'est pour avoir un meilleur ratio de cartes ancrables, non ancrables, parce que dans 64, tu te retrouves des fois avec 17 cartes non ancrables et ça peut te faire des mains un peu awkward. Moi, j'ai essayé de designer un deck à 60, je préfère. C'est comment dire, l'encadrement Magic qui me tricks, quoi. Je sais qu'on a fait des dingueries avec Orion, mais j'ai un peu de mal, quoi. Mais c'est pas si mal, en fait, ce deck Saphir Steel, quand j'y pense, parce que les decks ramp, c'est des decks qui souffrent face aux decks très aggro. Tu vois, t'as Humber Amethyst Zoo qui va extrêmement vite, ou t'as Humber Emerald qui sont pareil des decks très très agressifs qui se basent sur
sur notre ami, comment il s'appelle, Cusco. Et genre, quand tu rampes, tu te fais défoncer par ces decks-là. Sauf que là, tu rampes, mais avec du style à côté. Et style, notamment, bah, c'est toute la boucle fait clochette avec prends ton épée. Normalement, c'est tuons la bête, hein, la trad est à chier. Bah, ça te permet de temporiser aussi l'early game, quoi, tout en ayant le late game contre Ruby Amethyst. Donc au final, quand je décortique un peu la texture des match-up, je comprends pourquoi le deck a un sacré win rate. En fait, il est capable de désosser les agros et d'avoir une espèce d'inévitabilité contre les contrôles, tout en mécaniquement en étant un deck ramp, donc c'est-à-dire en écrasant les midrange. Ouais, ça fait sens que ce deck-là soit peut-être le meilleur en fait. Bon, en parlant de deck Zo, on en affronte un. Du coup, ça c'est bien des cartes de merde, hein. On va bien les ancrer, y a pas de galère. Et on va bien lui faire la boucle T4 pour qu'il concède. Voilà. C'est une question de positionnement, et c'est vrai que si t'es capable de tenir l'agression, de grinder les contrôles et d'écraser les midrange, bah t'es le meilleur deck du format. Donc quand j'y pense un peu, ça me choque pas que ça soit style Saphir au final qui se positionne là-dessus. Ça doit pas être facile à jouer, cela dit. De toute façon, c'est simple, hein. Dès que dans ton deck, il y a un effet Wheel of Fortune, ton deck n'est pas facile à jouer. Pour tous ceux qui pensent que l'Orcana c'est un jeu pour bébé, allez jouer Humber Steel Aggro Song Stitch Rockstar. L'arbre décisionnel des parties est pas gratuit, hein. Je préfère le dire, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sous-estiment ce jeu. En termes de technicité, quoi. Alors oui, le gameplay est facile, mais c'est les cartes derrière qui font la richesse. Moi, j'essaye de faire du vert violet aggro, ça paraît pas foufou. Je connais pas, j'avoue, ma Sturk, ça a pas l'air d'être la norme, non. Ouais, c'est easy to learn, art to master, complètement run-rag. Mais c'est les effets de tes cartes qui rendent le truc art to master. Enfin, dès lors que t'as des Wheel of Fortune, des trucs qui défaussent ta main, qui draw 7, mais qui font aussi la même chose de manière symétrique à ton oppo, bah ouais, ça te demande des choix qui sont quand même. Qui te demandent un peu de technicité, un peu de richesse TCG, quoi, quelque part. Toi, tu vas t'ancrer, on va lui faire la totale. Hop là. On va chanter avec Prince Eric, parce que ça mange pas de pain. Ouais, bon. C'est ça les agros, ils sont sympas les agros, y a pas de galère, hein. Mais tu prends la boucle, la boucle fait clochette, tu te fais empaler quoi. Et comme dans Belle Rampe on a la boucle fait clochette, bah c'est fine en vrai. Salut, merci pour le prime Orgams. Ah, il est vraiment trop bien ce jeu, putain, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Il y a trop, il y a trop de possibilités. Je sais pas, vert violet aggro, le problème c'est que tu vas pas avoir la résilience de l'ambre en fait. L'ambre avec Stitch Rockstar qui te permet de piocher des cartes. Alors j'ai bien appris les mulligans hein, sur ce jeu, tu mulliganes tout sauf la boucle clochette et les princes Eric. Comme ça au moins, t'as pas de galère. Réponse, si c'est match-up Ruby Amethyst, c'est de la merde donc. Allez, on va dire qu'on sait pas ce qu'on affronte. Jaune vert aggro, c'est sympa, mais tu bénéficies de jaune quoi. Et Cusco, ça fout le seum, ouais. Cusco, c'est vraiment une sale carte. Je crois que vaut mieux ancrer fracassé. Parce que si c'est un deck contrôle, on sera content d'avoir Mufasa.
Ton choix de mulligan et ton choix d'encre rend le jeu un peu technique en vrai, hein. C'est pas si gratuit quoi. Il nous fait Lilo Tourin. Donc Stitch. On affronte le deck du format. Du coup, tu m'as oublié n'est pas incroyable vu qu'il joue des trucs pour se refaire la main. Ça dégage. Il joue Tu m'as oublié dans Humber Aggro. Il fait un mix and twist entre Humber Steel Song Aggro et Humber Steel Song Midrange. Mais où on est là? On est dans un jeu qui a 10 ans d'expérience là, qu'on est capable de produire 28 decklists potables et faire des crossovers entre les decks. Ah, il y a un moment c'est trop quoi. C'est vrai que là tu sais vraiment pas ce que fait ton oppo, donc pour me les gagner c'est compliqué, ouais. Après sur Hearthstone c'était un peu, pour y avoir pas mal joué aussi, ça pouvait être un peu tricky. Tu vois, je prends l'exemple à l'époque, ton paladin il pouvait être aggro au contrôle, donc tu pouvais te faire avoir aussi au mulligan là-dessus quoi. Ok, lui il joue Amber, Amber Amethyst. Bon, pareil, on va lui faire la max, hein. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, concession. Enfin, voilà pourquoi on peut pas jouer aggro dans le format. C'est pas possible. C'est genre juste rédhibitoire quoi. Si tu joues aggro, c'est parce que tu joues Stitch combo. Tu peux pas jouer purement aggro. C'est juste pas possible. Voilà, fin. Il a déjà perdu là, hein. Maintenant c'est le reste de la game, c'est un genjutsu. Ouais, mais le multi, ça m'intéresse pas. Fever Stit, peut-être que tu peux trouver du contenu multi sur leur canal, j'avoue que je me suis pas renseigné. Ouais, ouais, je pense que tu peux avoir un multi intéressant, mais c'est vrai que c'est pas ce que moi je recherche dans le jeu, quoi. C'est tellement gros, en fait, Cerbère. C'est une commune, hein. Tout le monde est passé à côté, hein. Mais en fait, ouais, c'est 5 pour une 5-6, quoi. C'est Maui le truc. Juste ça rush pas. Mais ça lore et ça a plus d'endurance que d'attaque. Genre 5, t'attrapes tout le monde, hein. Tour d'après, c'est encre Ariel, fais clochette, dégage ton board. Tour d'après Stitch, et puis c'est fini, quoi. Échec et mat.
On chante pour tout tuer? On chante pour tout tuer, je pense. On fera pas beaucoup mieux, si. Bon, ouais, vas-y. Tour d'après Stitch et échec et mat. Comme de toute façon, je crois qu'il n'y a que 8 cartes non ancrables, on a de grandes chances de trouver une encre. Pour l'instant, il n'y a que du BO1 dans le jeu sur Pixelborn, terrible dindon, mais Lorcana a annoncé les règles officielles de son circuit compétitif qui n'apparaîtra que dans un an, et ça sera bel et bien du BO3. Alors je sais pas s'il y aura du side, mais ça sera du BO3. Ce qui me va totalement évidemment, quand même vachement plus sympa. Ça fait quoi ça? Oh, c'est offensif, c'est fort ça en vrai. Hein. C'est 5-5 quand c'est offensif, donc j'ai... Genre, moyen envie, j'ai envie de l'aurer avec ça, mais c'est tout quoi. Pas avec ça en fait. Non, il me trade for value. Ok. Ouais, pas de compétitif officiel avant un an, mais ils ont quand même annoncé les règles du compétitif officiel. Et c'est plutôt intéressant. Après, comme tu peux ancrer tes cartes tech, entre guillemets, les cartes d'adaptation à différents match-up, tu vois, typiquement contre Ruby Améthyste, la boucle clochette, elle est nulle, tu vas l'ancrer. Du coup, t'as pas forcément besoin d'avoir un side. Et je pense que l'Orcana veut faciliter, tu vois, genre, t'es pas encadré, tu vois, il n'y a pas de phase d'attaque, tu designes ton tour comme tu veux, tout est libre, tu manipules jamais ton deck, dès que t'as un effet de scry, tu bottom, tu remélanges jamais. Tu vois, le but c'est que ça soit le plus friendly possible, le plus accueillant possible. Et donc je pense qu'il n'y aura pas de side et que juste tu techras main deck et tu mettras en encre ce dont t'as pas besoin. Et justement, game 1, tu sauras pas ce que joue ton oppo, mais game 2 et 3, tu sauras très bien que ta boucle clochette, ça part directement en encre. Contre les decks contrôle. Je pense que ce sera du BO3 sans side et qu'il faudra effectivement être subtil au deck building, terrible dindon. Et ça me déplaît pas dans l'idée. Ça me déplaît pas. Si tu me dis qu'il y a un side, je suis content. Mais si tu me dis qu'il n'y en a pas, je comprends. Je crois que tu dois jamais l'aurer avec ça, ça n'a aucun sens. Je vais juste trade beaucoup trop gratuitement. Bon, de toute façon, on joue une game qui est déjà perdue ici. Réponse dans ce deck, c'est too much. C'est genre border ban, quoi. Ça n'a aucun sens de faire ça. Genre, ce que je fais là, en comparo de ce que tu connais dans d'autres TCG, c'est broken. Et pourtant, il y a vraiment des listes qui en veulent pas, quoi. Genre, les decks aggro n'en veulent pas. Parce que les decks aggro, c'est eux qui se font trade, c'est pas eux qui trade le board. Mais alors, quand ton deck fait de la gestion de board avec ton propre board, c'est débile. Débile. On est de l'ordre d'une carte débile. Je pense que c'est la carte la plus broken du jeu en termes de puissance pure. Il joue Docteur Facier en son deck. Il est bizarre le deck de notre oppo là. Je sais pas où il va. Je sais pas ce qu'il fait. C'était pas payant ta chaîne? Non. De quoi tu parles, Arg? C'est sub-only. Si tu veux les rediff, c'est payant, mais sinon c'est pas payant, non. Genre, t'auras jamais besoin de payer pour regarder du contenu live, quoi. Et en plus, ce qui est payant, les rediffs, c'est pour les avoir plus rapidement que les autres, parce qu'on upload tout sur la chaîne TV. Qu'en soi, il n'y a rien qui est payant, quoi. Toujours voulu préserver la gratuité de notre contenu. C'est toujours été important pour nous.
Tu payes juste pour une histoire de timing en fait. Ouais, il trade rien for value ici. Ça, même pareil, tu vois, tout le monde a dit que la vraie légendaire Stitch, c'est Stitch Rockstar, Stitch Surfer, c'est de la merde et tout. Ce deck-là, il en joue 4 et ça déroule. Hein. Putain, mais on fait pas la même chose, quoi. Genre, vraiment, on joue pas au même jeu. Il joue un préco, là, à côté de ce qu'on fait. Mais c'est marrant qu'il ait eu l'idée qu'il ait pensé à ça, le top 1 ladder là, du Ki. Hein. Parce que le win rate de son deck, on l'a pas, mais je pense que c'est encore plus élevé que le win rate de Belle Rampe. Hein. Enfin, genre vraiment, à part là en mirror tout à l'heure quand j'ai perdu, j'ai l'impression d'écraser tout le monde avec ça, quoi. Juste parce qu'il joue, c'est vraiment la pile de Staple, quoi. C'est genre, la boucle fait clochette contre les agros, réponse contre les batailles de board, derrière ça joue juste des cerbères, notre ami Stitch pour piocher en late game. C'était pas évident, je trouve, de le designer, de le trouver ce deck-là au final. Toi, tu vas chanter. En plus, ça chante bien vu que ça leur pas très bien. C'est un plaisir, quoi. Genre, le contrôle que t'as sur la partie est démentiel, je trouve. Il est impressionnant, ce deck-là. Déjà, dès que je l'ai joué hier, je me suis dit, oula, il y a un truc qui est chelou, quoi. Je gagne beaucoup trop facilement, en fait. Est-ce qu'on chante? Non, on chante pas, on s'en fout. Alors que vraiment, quand j'ai vu son deck, j'ai dit c'est pas possible. Genre, tu peux pas jouer Hakuna Matata et avoir un bon deck. Je peux pas chanter. Ah, c'est bon. Il y a des petits bugs des fois sur le jeu. Genre, tu peux pas jouer aucun drop 1 à part Captain Crochet et avoir un bon jeu. Et en fait, si, il s'en fout, quoi. Il est trop bien son deck. Impressionnant. Je suis médusé par ce que fait ce deck-là. C'est médusant. Devinette. Ok, le cas. Devinette, c'est parti. Sur Magic, hein, du coup. Allez, c'est parti. J'ai pris là une carte que j'avais sous la main, là, sur le bureau qui traîne. Alors, je suis un staple de commandeur multi. Je suis très plébiscité du coup par les joueurs de commandeur multi. Je suis une carte verte. Staple de commandeur multi. Carte qui coûtait très très cher par... Bon, voilà. Velcro Velos, bien joué. Doubling Season. On voit que ça suit la chaîne par ici, Velcro. Si t'as vu l'unboxing Eldraine, tu sais. Bien joué. Saison de dédoublement. T'en as pas fallu beaucoup. Hein. Vous allez trouver rapidement. C'est trop broken, j'ai envie de les garder maintenant les réponses. Alors que je suis pas sûr qu'il faille les garder au mulligan parce que si t'affrontes Ruby Améthyste, c'est pourri. Ouais, c'est Pixelborn que j'utilise, Damien, exactement. J'aimerais bien affronter du coup Belle Rampe. Ça me ferait plaisir. Il joue rouge, donc il y a des chances qu'il joue des objets. On va garder toutes les beasts pour l'instant. Bon, peut-être pas, cela dit. On en a 3, ouais. On va peut-être pas garder toutes les beasts, en fait. Non, Tigrou, ça se joue pas, Runrarg.
Pardon, putain, j'ai pas passé. Excuse-moi, Pixelborn 03 49 92 07 52 1 de t'avoir timeout. C'était pas le but. Pongo est vachement mieux. Si on parle du Pongo volant, la carte évasive 3-4 pour 5 là qui est en crabe, c'est une bonne carte ça. Ok, on joue contre le deck difficile à passer, notre ami Red, Red Amethyst contrôle quoi. Du coup, on veut tout garder. On va en créer les réponses. Hein. Si j'avais su, j'aurais ancré le Captain Crochet aussi. C'est de la merde. C'est possible que ça soit un des match-ups les plus difficiles. Vu qu'on est très mid-range dans la conception, on risque d'avoir des problèmes contre les contrôles très late game. Il a combien de cartes dans le deck lui? 51. Ouais, il joue à 60, c'est une bonne nouvelle. Ouais, on a de l'objet à péter, y a pas de galère. Non, c'est pas une appli officielle, c'est designé par des fans au lab. Ça me va. C'était le plan poulet. Lui, il va falloir lui jouer des tu m'as oublié. Oh, ça, on va le péter directo ce tour d'après. Ça ou d'abord le chaudron? Ah, je sais pas, tu vois. Ouais, Hakuna Matata, on s'en fout. Peut-être d'abord le chaudron en vrai. Et sans le trade for value. Et ça mange pas de pain que de l'oré ici. À moins qu'on se prenne un Zeus. Mais dans tous les cas, s'il nous fait un Zeus, il ira plutôt chercher Prince Eric. Zeus qui est devenu la nouvelle norme hein, devant Rafiki. Hein. Juste parce qu'il y a plein de drop 3 dans le deck entre Aladdin, la Elsa qui au final a fini par être jouée la Elsa à 3. Et du coup, juste les gens ils se sont dit, bah, du coup, on va plutôt monter en drop 4, enlever les Jetsam, mettre les Zeus, et du coup, t'as un potentiel d'agression qui est plus puissant que Rafiki. Bon, c'est de l'affinement de méta, quoi. Là, je lui fais défausser ces deux cartes, il a perdu la partie instant. Trop deck de pas être dans le spot. Ok, il joue Ursula quand même. C'est pas mal. Ouais, enfin, le fumer, c'est relatif. Hein. Là, il arrive sur ses tours 8, c'est Elsa et tout. Je crois qu'on risque d'en chier surtout, ouais.
Et ouais. Pouah, ça, alors pour 3 ça c'est vénère en vrai, hein. C'est ça que je veux, moi. On lui met combien là? On lui met un petit pion quand même. Il faut que je pioche un Stitch. Merde, j'ai oublié de l'orer, quel connard. Mais quel con. J'ai oublié de l'orer pour un. S'il me manque un de l'or, je m'en voudrais. On va l'orer avec tout le monde, hein. Il a plus de cartes de late game que moi, donc faut absolument que je trouve les cartes de draw, là, les réponses, les Stitch, ou invitation à la fête, hein. Invitation à la fête, ça me permet de trouver mes cartes clés. Ça, on va pas le laisser. C'est hors de question. Parce qu'en fait, on a peur qu'il shift dessus. Et en même temps, là, il est pas prêt à shifter pour l'instant. Vas-y, on va juste jouer ça. S'il shift, tant pis pour moi. Dans tous les cas, s'il shift maintenant, il a pas de carte à attaquer avec. C'est ça qui est à mon avantage. Comme ça, il n'y a pas de shift possible. Et là, on va l'orer. Je pense qu'il est pas facile ce match-up en vrai. Ah ouais, tu vois, dès qu'il va commencer à enchaîner trop de cartes comme ça va être complexe. Ça, c'est Gucci par contre. Pourquoi je peux pas la jouer? Pourquoi je peux pas la jouer? Chaque adversaire choisit 2 cartes de sa main et les défausse. Attendez, qu'est-ce que je comprends pas là? Pourquoi je peux pas la jouer? Attendez, je suis con ou pas? Qu'est-ce qui se passe là? Chaque adversaire choisit 2 cartes de leur main et les défausse. Défausse-moi tes 2 cartes là. J'ai le spot parfait pour jouer ma carte qui me permet peut-être de prendre l'avantage et je peux pas. Je vais perdre sur ça. Je vais perdre parce que je peux pas jouer la carte clé de mon match-up.
Ah, ça me frustre. Déco reco, tu penses? Comment on fait? Eh non, je peux pas. Je quitte et je relance. Ton point j'en suis, oui. Ouais, bah non, ça m'a juste compté la défaite, quoi. Ah, la frustration. Trop dur. Trop dur. Trop violent. Bon, bah désolé pour ça, le chat, hein. Je pense que ça nous aurait remis bien dans la game, en vrai, hein. Dommage. Dommage, dommage. Oh, il va prendre cher. Même là, celui-là protège pas, c'est pas ouf, en vrai. Ouais, toutes les cartes sont dispo sur la plateforme, bien sûr, Tris. Ah, il joue Amber Green, ok. Bon, là, ça pareil, c'est des match-ups qui sont tellement free, quoi. Genre, on va tellement découper ce qu'il fait, quoi. Ok. Là, normalement, on devrait rester devant, quoi. Mais je pense qu'il l'est, en fait, Enzo. Allez, Pouletto, là, qu'est-ce que tu me proposes? On est sur un rage kit ou comment ça se passe? Il bug? Tu penses qu'il bug, lui? Après, c'est un soft non. Enfin, c'est un soft non officiel, c'est normal qu'il y ait des bugs, quoi.
Ok. C'était de la concession. Là, c'est du 85-15. Ouais, bah après, il n'y a pas de side, Enzo. Il n'y a pas de BO3. Donc, probablement que tu peux voir ça comme ça, ouais. J'arrive à un instant. Il est midi. Je commence à avoir un peu faim, pardonnez-moi. Style émeraude. Alors ça, pour le coup, j'en vois quasiment jamais. Hmm. Lol, j'ai oui, je peux rien prendre. Ok. Pour monter le ladder rapidement. Et surtout parce que c'est pas trop mauvais contre Ruby Améthyste, les decks très aggro. Et parce que mon deck il est pas très connu. Faut savoir que c'est le deck. C'est Steadfast qui est un créateur de contenu anglophone qui a mis en avant Ducky qui est le top 1 ladder. Mais en vrai, sa liste, à part sur la vidéo de Steadfast, elle est pas populaire quoi. Mais pourquoi il fait ça? À quelle heure c'est bien? Je vais le défoncer. Je vais même pas raser son board. C'est quoi, son board il fait rien là? Je vais juste draw 3. Par pure punition. Fin. Jamais tu fais ça. Jamais tu mets 3 dégâts randomly dans une bête. Surtout si tu peux pas aller la finir. Ça n'a aucun sens. Ça tourne pas autour de réponse. Ça tourne pas autour du fait que je puisse alter dessus. Pas compris. Faites pas ça hein, chez vous. Attention. Pas bien. Surtout pas. Bon, je crois que tu m'as oublié. On en a pas besoin pour lui vider la main. Il y a pas trop de galère. Et en tapant l'un, on détruit l'autre sans proc son effet. Classico. Si remet du board, c'est prends ton épée. Et puis après, ça déroule. Hein.
Encore rondement mené cette game. Ok. Bah, il en profitera pas avant moi, quoi, mais pourquoi pas. Oh, je vais chanter Hakuna Matata, ça, je pense déjà. Ah non, bah mieux. Je vais soigner réponse. Est-ce que je. Non, j'ai pas besoin de piocher plus en vrai. Ça serait de la gourmandise bête. Je vais jouer juste un Cerbère, bien prendre le board, dire au revoir à ma bête. Et je vais même pas chanter Hakuna Matata, je vais chanter. Je vais chanter avec ça. Ok, la game est un peu relancée, mais en vrai ça va. Hans. Hans, on va le clear en faisant sign, tout ça. Ah, je sais ce qu'il joue. Je l'ai affronté hier. Putain, j'avais oublié ce deck là. Il joue Steel Emerald, Emerald New World. Et en gros, il fait des New World en boucle pour essayer de nous tuer à la meule. Il reprend des New World et il les rejoue en boucle. Bon, là, c'est pas ce qu'il a décidé de faire, mais hier, c'est ce que faisaient mes oppos. C'était. C'était. C'est une propale, quoi. Je dirais pas que c'est bien, mais ça faisait des trucs. Il peut mettre 3 points ici, plus un. Vas-y, hein. Je l'ai posté tout à l'heure la decklist. Je vais voir si je peux te la rechoper. Je devrais pouvoir faire ça, ouais. My deck. Ouais, Dream Band commence à bugger. Tac. Partager. Voilà, c'est bon, je te donne ça. Il nous a fait quoi là? Ah ouais, il nous a fait du sale un peu. Ok, d'accord. J'avais même pas vu. Bon, bon, bon. Est-ce que je continue à clear un peu son board? Non, je crois qu'il faut que j'impacte un peu. Je sais pas, je suis tiraillé. Je peux juste continuer à piocher plein de cartes, c'est juste trop bien. Comme ça, je pourrais shift. Ok. Hakuna Matata, ça sert à être ancré, mais globalement, ça sert en mirror dans les batailles de board. Ça permet de dodger des effets de fée clochette ou de prendre ton épée qui vont clear ton board. On va juste dire que c'est plutôt une carte ancrable qui, dans les batailles de board midrange, a de la valeur. C'est vraiment une carte de mirror match, quoi. Il va tuer ma réponse. Pourquoi pas. Oh putain, j'avais la main pleine, j'ai le seum.
J'ai pas réfléchi. Je la joue pas bien cette game. Je la joue pas bien. Je connais pas. Je connais pas très bien ce qu'il fait, mais en vrai, je sais qu'il fait des New World en boucle. J'ai pas bien joué. Pardon. Mi bad. Mi bad, mi bad. Ouais, shift. Directos. Ancrer ça. Et jouer ça tranquillement, sans chanter. Et ouais, c'est con. En fait, c'est comme à Pokémon. À Pokémon, t'as beaucoup d'effets de discard et de draw qui sont des effets symétriques. Et donc l'idée, c'est d'essayer de toujours avoir la main la moins chargée possible. Essayer de dépenser le plus de cartes de ta main pour que dès que ton adversaire, lui, se recharge la sienne, il te recharge aussi la tienne. C'est important de toujours être sur le fil, c'est-à-dire que tu veux quand même repartir avec une main avec des possibilités, mais en même temps tu veux pas avoir une main trop chargée pour que l'impact d'un nouveau monde soit trop puissant. Des fois c'est une carte de sa main où c'est bien buggé quoi. Donc du coup il faut essayer de naviguer, de trouver les bons ratios, et typiquement tu veux toujours une main entre 3 et 4, jamais à 0, jamais à 7. Et là c'est exactement ce que te demande le match-up, mais bon, j'ai fait de la merde. Enfin de la merde, toute proportion gardée, ça va, mais je l'ai pas joué tout à fait correctement. L'oppo est original, ouais, mais bon, c'est en vrai pas très fort ce qu'il fait. Ça peut gagner des games, hein. Là il peut nous battre, hein. Il va peut-être réussir à nous meuler et tout, mais c'est le bout du monde, quoi, c'est dur. Peut-être cela dit par contre que ça marche très très bien contre les decks qui sont pas capables de mettre de la board présence et de l'aurer rapidement. Genre peut-être que contre Ruby Améthyste ça marche. Ça c'est pas du tout impossible que son plan marche. Genre il a juste un pack anti-aggro et derrière il a l'inévitabilité de faire des New World en boucle et Ruby Améthyste peut pas interagir avec ça. Donc j'avoue que ça me paraît cohérent sur ce plan là. Je crois qu'il essaie juste de retarder un maximum le taf quoi. Là, il fait un New World, donc j'ai tout intérêt à vider ma main, parce que de toute façon, je la perds. Et voilà. Et normalement, il nous empêchera pas de gagner. On a 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, c'est létal, sauf s'il arrive à gérer quelque chose. Et on peut encore encaisser encore un rêve bleu, donc normalement, ça va. Il arrive à gérer. Si le tour d'après, il nous refait un rêve bleu, on devrait gagner. Mais c'est vrai que c'est close, hein. Dès lors que t'es pas un deck aggro, tu souffles un peu, quoi, contre lui, hein. C'est des decks un peu techos, quoi. Ouais. On veut pas piocher, de toute façon. On veut juste impacter le plus possible le board. Allez, là on peut réencaisser encore ce rêve bleu. Par contre, on peut pas en réencaisser deux. Donc s'il est capable de faire ce rêve bleu, je reprends ce rêve bleu et je le rejoue. Mais je vois pas comment il fait ça.
Est-ce qu'il y a une action pour 3 mana qui reprend un ce rêve bleu? Dans ce cas-là, il ancre ce rêve bleu. Il retrouve le truc à 3 mana qui reprend ce rêve bleu et on a perdu. Ok, il peut plus le faire, c'est bon. Ça fait quoi ça? Chaque fois que ce personnage est défié ou piocher une carte. Pas compris. J'ai pas compris. Bon, on voit que ce qu'il fait, il peut se passer des dingueries, mais globalement ça va, c'est pas trop dur à anticiper, à attraper quoi. Il est quand même bien ce deck, hein. Honnêtement. Honnêtement, je sais pas si j'ai réussi à vous convaincre. En tout cas, de qui lui, il a réussi à convaincre le ladder. Hein. Il met 20 000 points d'avance au deuxième. Et il paraît quoi là, il spamme ça quoi. Si jamais on devait revenir un peu sur les cartes, j'avoue que la seule carte qui m'a globalement pas forcément fait vibrer, c'est notre ami Hans, qu'on a à peu près tout le temps ancré. Qui je vois bien je vois bien l'intérêt qu'il peut avoir contre les decks aggro, et au pire c'est 2 de l'or contre les decks contrôle. Non, ouais, c'est une carte qui est moyenne quoi, et donc du coup elle fait office de bon filler j'imagine dans la liste. Pour tout le reste, je comprends tous les choix, même Hakuna Matata. Je pense que dans les mirrors de midrange qui passent par des attaques de board, ça fait grave sens, quand bien même la carte a l'air d'être un filler de draft. Et ouais, je trouve la liste simple mais impressionnante, simplement impressionnante. Il joue juste une pile de bonnes cartes, et Stitch et Rapunzel for value. Il est capable d'éclater les aggros, de value les contrôles. À voir du coup si ce deck là se comporte mieux que Belle Rampe, qui ont l'air d'être les decks qui ont un peu les mêmes ambitions quoi. Exploser les aggros, aplatir les midrange et grinder les contrôles. Si ces 2 decks là sont capables de le faire, bah on a nos 2 nouveaux decks du format, et ça serait assez intéressant. C'est tellement intéressant que je vous proposerai un live pour tester Belle Rampe et voir un petit peu ce que le deck a dans le ventre. Je vais vous laisser là pour cette petite matinale inopinée. Merci à tous d'avoir suivi ce petit live sur l'Orcana. Je vais continuer à en faire, ne vous inquiétez pas. Et je pense que courant de la semaine, on se teste style Saphir Rampe pour voir un petit peu ce que ça a sous le capot. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde, bye.